Merci de nous retrouver sur Mon Quotidien TV. Cette semaine, je rencontre Camille Duchossois. Camille, bonjour. Bonjour. Nous allons ensemble découvrir la personnalité de Camille, qui est une personnalité, comme vous le savez, qui a son avis sur l'actualité, mais surtout qui a une activité très intéressante, puisqu'elle est coach sportive. Coach sportif ou coach sportive? C'est une bonne question. Ouais. On me la pose souvent. Moi, j'aime bien dire coach sportive. Et ben voilà, alors coach sportive au sein d'un collectif, si j'ai bien compris, SCE, ou est-ce que je me trompe complètement? Alors, complètement. Parfait. Du coup, en fait, moi, je suis coach, donc je suis à mon compte, mais j'ai créé une espèce d'entité qu'on pourrait appeler, donc mon activité de coach personnel, c'est CC Sport. Camille Coaching Sportif. D'accord. Ça, c'est mon activité personnelle. Je suis comme auto-entrepreneur et je ne fais que du domicile et j'accompagne des personnes à se remettre en forme. Mais en plus de ça, en 2018, j'ai créé une deuxième entreprise où en fait j'accompagne des coachs à se développer et à trouver de nouveaux clients. Ou quand moi j'ai des personnes qui m'appellent qui ne sont pas sur mon secteur ou qui ne sont plus dans les créneaux que j'ai de disponibles, en fait j'ai une équipe de coachs à qui je renvoie ces personnes-là. Et donc cette deuxième entreprise s'appelle SCE, Coaching Evolution, comme sport, coaching, évolution. Donc une seule activité, ça ne suffisait pas. Exactement. Vous Il a fallu se développer et en créer une deuxième. D'accord. Et c'est pas un peu dangereux de créer sa propre concurrence? Non, parce que alors, dans le milieu du coaching, les coachs sont souvent tous un peu concurrents. Et en fait, moi, je trouve qu'on est tous complémentaires. On a tous une manière de travailler différente. Par exemple, moi, je fais du domicile, mais je me suis spécialisée dans le prénatal, le postnatal et dans les abdominaux, des choses que d'autres coachs ne font pas du tout. Donc, j'ai une clientèle beaucoup plus féminine. Du coup, quand j'ai des hommes qui m'appellent, qui veulent se remettre en forme, ou des femmes qui veulent prendre du poids ou prendre de la masse ou des choses comme ça, qui, moi, ne sont pas des sujets qui m'intéressent plus que ça me permet de rediriger vers d'autres coachs. Et du coup, de me créer une équipe me permet de rediriger ces personnes-là vers des coachs qui leur correspondent davantage. C'est peut-être aussi un ciblage plus géographique, ça vous permet d'être plus proche de votre clientèle? Ça permet ça aussi, c'est-à-dire que les gens qui sont trop loin ou pour lesquels j'ai trop de temps de déplacement, je redirige vers d'autres coachs. Et pareil pour les autres coachs, après pour ceux qui veulent travailler pareil, rediriger quand les gens qui les contactent sont trop loin, ou quand on a des parrainages. Ça m'est arrivé aussi que j'ai une cliente qui me parraine ou qui me recommande auprès de sa cousine, mais qui n'est pas sur mon secteur. Du coup, j'ai cherché quelqu'un d'autre, un autre coach sur son secteur, et comme ça, on contente tout le monde. Donc, je préfère avoir une aide entre coachs qu'une concurrence. Bon, c'est plutôt sain. Exactement. En plus, dans le sport, c'est ça, c'est l'esprit de compétition plutôt que l'adversité. Exactement. Bon, très bien. Mais alors, du coup, on va revenir un peu sur votre parcours parce que on ne devient pas coach sportive comme ça du jour au lendemain par hasard en un claquement de doigts. Déjà, il faut avoir les capacités physiques. Oui. Et j'imagine que tout ça, ça vient d'un parcours, d'une intention. Peut-être d'ailleurs, c'est un cheminement qui vous a amené là. Peut-être que ce n'était pas l'objectif du départ. C'était quoi le projet professionnel au début? Alors, il a beaucoup évolué le projet professionnel. Je pense qu'il évoluera encore, parce que déjà le Covid nous permet d'évoluer, mais il évoluera encore par la suite. Déjà, j'ai toujours été dans le sport depuis toute petite. J'ai toujours pratiqué. Quand j'étais plus jeune, j'étais passionnée de tennis et de danse. C'était mes deux sports de prédilection. Un jour, il a fallu que je fasse un choix. J'ai choisi le tennis. Les études étaient une dominante obligatoire, donc j'ai continué là-dedans, ce qui m'a permis d'arriver en sport-études pour avoir une motivation à continuer les études, mais en ayant ma quantité de sport. Donc ça m'a fait mes études supérieures. Il a fallu lutter un petit peu dans le cadre des études, j'ai l'impression. Il a fallu lutter, ouais. C'était vraiment le sport et les études, c'était il fallait parce que les parents, j'imagine, mettaient la pression. Exactement. Il fallait aller jusqu'au bac et c'était déjà la prérogative. Et derrière, qu'est-ce que j'allais faire après le bac? À l'époque, j'avais deux choses qui me passionnaient, le sport et la petite enfance. Et j'ai fait mon stage de troisième, je crois, à l'époque, en crèche. Et je me suis rendu compte que ça n'allait pas être possible du tout. C'était trop à l'intérieur, j'avais pas assez d'espace. J'adorais les bébés ou les enfants, mais ça me correspondait pas. J'avais besoin d'être à l'extérieur. Et du coup, je me suis orientée vers STAPS, donc faculté de sport. Parce que pour devenir coach, il y a deux diplômes, soit la fac, soit le BPGEPS, qui est en 2 ans. J'ai choisi la fac parce que c'était beaucoup plus pluridisciplinaire et avec des dimensions scientifiques plus importantes. Donc je me suis orientée là-dedans. Par contre, en rentrant à la fac, je savais que je voulais être coach. L'avantage que j'ai eu, c'est que grâce au tennis, dès mes 17 ans, j'ai commencé à enseigner. Donc j'avais déjà un pied dans la pédagogie du sport et de l'enseignement. Donc j'ai fait mes 3 ans à la fac en continuant d'enseigner à côté. Je suis aussi passée par être directrice de colonie de vacances parce qu'à la fac, on a 3 mois de vacances l'été, donc il fallait trouver des petits jobs. J'ai aussi été surveillante de baignade.
Donc j'ai fait pas mal de choses à côté. Et au bout de mes 3 ans d'études, je me suis dit, j'ai envie d'être coach, mais j'ai pas du tout d'expérience terrain dans ce milieu-là, donc qu'est-ce que je peux faire ? Donc mon premier emploi a continué, j'ai continué d'être prof de tennis. Et à côté, je me suis fait embaucher en salle de sport. Donc j'avais 2 diplômes, enfin deux métiers en parallèle. Un pied en salle de sport et un pied toujours dans le tennis. Et puis j'imagine que comme tous les sportifs, avant de vouloir devenir coach, on a l'intention, surtout quand on se lance vraiment à titre... quand on plonge dans des études un peu plus poussées au niveau du sport, j'imagine que c'est éventuellement pour épouser une carrière de sportif avant d'être coach, non ? Alors au départ, oui, mais il faut être lucide, je pense assez jeune, de se dire que le sport de haut niveau restera accessible que pour une certaine élite. Et moi, je me suis vite rendu compte que même en étant en sport-études, j'avais l'heure de sport et la quantité de sport dont j'avais besoin sur la semaine, mais pas du tout le niveau pour prétendre au haut niveau, en tout cas dans le tennis, quoi. Mais vous êtes déterminé. Et malgré tout, vous avez voulu accéder à la crème de la crème quand on fait du tennis. Vous avez voulu être à Roland-Garros et vous avez trouvé une petite pichenette. Exactement. Pour pouvoir y arriver quand même. Ouais. C'était quoi ? Et du coup, mon rêve, c'était de frôler la terre de Roland-Garros, qui est quand même une terre mythique dans le milieu du tennis. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de devenir arbitre. Donc en fait, au sein de mon club pour les championnats au départ. Et puis après, de fil en aiguille, par les rencontres et par ce qu'on prouve les capacités sur le terrain, j'ai réussi à arriver en tant que juge de ligne à Roland-Garros et arbitre de chaise sur les championnats de France jeunes. Donc ça a été 3 ans d'expérience à Roland assez extraordinaire. Alors faites rêver toutes les jeunes filles et les jeunes garçons qui adorent le tennis. C'est les serviettes de qui que vous avez récupérées. Un juge de ligne, il récupère parfois les serviettes. Les serviettes, oui. Alors non, on peut les récupérer après, c'est rare, mais non, on les côtoie surtout juste à côté. Ouais. J'ai côtoyé Tsonga, mon fils, Justine Hénin, j'en ai eu quelques-uns de côte à côte, c'était assez impressionnant. Ouais. C'est des beaux souvenirs pour vous ? C'est des souvenirs extraordinaires. C'était une étape forte. Ouais, en fait, quand j'étais jeune, mes parents, pour mon anniversaire, m'offraient une place à Roland-Garros. Donc j'allais à Roland-Garros étant jeune, mais j'étais dans les gradins. Et je me suis toujours dit, un jour, je serai sur cette terre. Je sais pas comment, mais j'y serai. Et du coup, quand j'ai mis mes baskets, parce qu'on est sponsorisé entièrement par Lacoste en plus, pour rentrer sur la terre, et quand j'étais habillée entièrement en Lacoste, à marcher... Quand on voit les juges de ligne rentrer, c'est mythique et j'y étais. Et franchement, c'est des souvenirs qui restent... Une vraie fierté. Ouais, carrément. Bon, alors donc, il y a eu cette étape-là. Vous avez rapidement compris. 15-2, vous avez fait ? Je suis montée à 15-2, ouais. OK. Et puis alors, par la suite, vous vous êtes dit, c'est coach que je vais faire. Ça correspond vraiment à ce à quoi j'aspire. Donc, STAPS, fac. Oui. Et puis, vous lancez dans le grand bain ? Alors du coup, une année en salle de sport qui m'a permis de commencer à coacher des femmes, parce que c'était une salle de sport uniquement pour les femmes. Donc je suis arrivée face à ces personnes-là qui voulaient perdre du poids, c'était principalement ça en salle de sport, des femmes qui en post-natal, donc après les grossesses, veulent se remettre au sport. Donc je suis arrivée déjà dans une clientèle assez spécifique. Et j'ai fait 1 an dans cette salle et c'est ce qui m'a donné la volonté de me spécialiser derrière dans le pré- et post-natal. Et du coup, c'est drôle parce que je retrouvais ce côté petite enfance que j'aimais quand j'étais plus jeune à la crèche. Parce que quand on accompagne des femmes en post-natal, ça peut être entre 3 à 6 semaines après la grossesse, voire même peut-être des fois juste après, ça dépend quand est-ce qu'elles nous font confiance. Et du coup, on est avec les petits parce que c'est encore des moments où elles sont en congé maternité, donc je retrouvais un peu ce côté-là. Et je me suis aussi formée sur les abdominaux, parce que c'était une dominante hyper importante. On veut surtout perdre du ventre. Les femmes, c'est surtout cette zone-là qu'elles veulent perdre. Pas que les femmes. Les hommes aussi. mais c'est ce public-là que j'encadrais, et du coup, c'est grâce à ça que je me suis spécialisée là-dedans. Et après, je me suis fait ma clientèle au fur et à mesure. Donc en fait, j'ai commencé à lancer mon réseau, j'ai commencé à parler autour de moi à des gens qui pouvaient être intéressés par le coaching. Et de fil en aiguille, j'ai eu mes premiers clients. Et en 3 ans, j'ai réussi à monter ma clientèle pour aujourd'hui être à 100% coach à domicile. Janvier 2015, c'est ça la création de l'entreprise ? Exactement. Ouais. OK. Donc ça fait, si les calculs sont bons, ça fait depuis 2018 que vous êtes totalement à 100% dans votre activité. Exactement. Et du coup, on a envie de dire, c'est génial de commencer à avoir enfin pleinement l'activité. Mais évidemment, comme beaucoup, tout le monde a été touché par le Covid. Ouais. Et donc, tout s'est arrêté, comme pour tout le monde, en mars 2020. En mars 2020, la Terre s'est un peu arrêtée en mars 2020. Ouais. Alors, ça s'est passé en 2 temps. Je pense qu'un peu comme tout le monde, il y a le moment où tout s'arrête et on se demande ce qui se passe.
J'ai un peu accusé le coup. Du coup, la première semaine, ça a été de rappeler tous mes clients, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que vous êtes en télétravail? Est-ce que vous êtes au chômage? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes touché personnellement par le Covid? Est-ce que des gens dans votre famille sont touchés? Ça a été ça pendant une semaine, 10 jours. Et au bout de 10 jours, tous chez nous, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Enfin, j'étais un peu le rayon de soleil à garder le positif. En plus, mon mari, du coup, est resté actif de par son métier en tant que soignant. Et du coup, on avait une dimension à la maison qui était un peu particulière parce qu'on était à moitié confinés puisque mon mari continuait à travailler. Et moi, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'ai un rôle dans cette crise-là. Et du coup, Facebook m'a aidé à me lancer. Donc, en fait, j'avais déjà un groupe Facebook privé avec tous mes clients. Et donc, j'ai commencé à faire des lives Facebook, mais j'ai décidé de le faire uniquement pour mes clients, pour garder cette proximité et cette relation assez privilégiée. Et donc, le matin, je faisais des lives sport, donc plutôt dynamiques, soit dominante renforcement musculaire, soit cardio. Je le faisais 4 fois par semaine. Et tous les soirs, parce que je suis aussi formée en hypnose, je faisais des lives plutôt après le travail, plus relaxation. Ce qui permettait d'avoir 2 rendez-vous dans la journée pour ceux qui voulaient. Certains étaient aux 2, certains étaient soit que le matin, soit que le soir. Mais ça m'a permis de me lancer et de garder un lien avec mes clients. Et après, par la suite, je suis passée en visio, en privé, avec ceux qui voulaient, pour pouvoir garder ce côté vraiment privilégié et ce one-to-one que j'ai avec mes clients. Et donc, du coup, j'ai tout transformé en visio, ce qui m'a fait tenir jusqu'à la sortie de la crise, jusqu'en mai, ouais. Mmh. Mais alors, donc, si je comprends bien, vous êtes une as du numérique. Pas du tout. Et vous avez tout de suite compris comment vous alliez pouvoir faire un Facebook Live. Vous aviez tout l'équipement nécessaire. Comment est-ce que vous y êtes pris? Alors franchement, je suis pas du tout l'as du numérique, mais je suis l'as de la débrouille, surtout. D'accord. Facebook, j'y allais comme tout le monde, mais j'avais jamais fait de live de ma vie. Par contre, appuyer sur le bouton live, je pense qu'on est tous capables de le faire. Avec votre smartphone? Avec mon smartphone. Ah ouais, j'étais avec ma tablette, mon smartphone, j'avais pas de micro, j'avais rien. Dans un petit bureau il fait 9 mètres carrés mon bureau, donc j'ai posé ma tablette dans un coin et j'ai fait mes lives. Et du coup, j'étais dans les mêmes conditions que mes clients parce que on est tous dans notre salon avec notre tapis. Pour même ceux qu'on n'avait pas, je leur ai dit de prendre des plaids ou ce qu'ils avaient pour pas s'abîmer les genoux quand on était au sol, par exemple. Mais mes baskets, ma bouteille d'eau, ma serviette, et puis c'est parti. La débrouille, honnêtement. Et ça dure. Après, on se spécialise, on essaye de faire ça un peu plus pro. Mais aujourd'hui, je suis toujours un an après avec ma tablette et mon tapis, parce que je reste dans les mêmes conditions. Après, ça reste un peu plus pro. On a utilisé des logiciels et tout ça, mais le son passe très bien et ça suffit. D'accord. Et c'est en musique? Non. Parce que je parle beaucoup pendant les séances et en plus je voyais mes clients, donc du coup je corrige. Donc la musique, ça crée un brouhaha de fond en plus derrière, donc j'ai fait le choix de ne pas être en musique moi, mais je parle suffisamment pour dynamiser. Ouais, d'accord, ok. Bon alors donc du coup, jusqu'en mai vous avez fait comme ça, ensuite vous avez pu retrouver vos clients entre guillemets en vrai? Pour ceux qui voulaient, tout à fait, ouais. Mise en place des gestes barrières. Alors ça, c'était un peu nouveau. C'est des choses dont je me suis rendu compte que j'aurais dû mettre en place avant, d'ailleurs, la désinfection du matériel et des choses comme ça. Alors au début, j'ai fait le choix de pas du tout utiliser de matériel. Donc je suis revenue à domicile, masquée, pour moi, pas pour mes clients, parce que faire du sport avec un masque, j'ai décidé que c'était pas possible. Et d'ailleurs, pour vous, c'était pas trop dur? C'est pénible, mais bon, il y a pire, quoi. Je pense que j'ai pas la pire situation. Et donc très peu de matériel au départ, ou alors des infections. Et dans un mode hybride, parce qu'au départ, il y en a qui étaient encore un peu dans la peur du Covid. Donc certains m'ont dit, moi je préfère rester en visio, ça marche très bien. Donc j'ai respecté ça. Et en fait, depuis 1 an, je suis restée en hybride. Donc soit je suis à domicile, soit je suis en visio. Et franchement, ça fonctionne très bien. Et du coup, alors ces formules que vous aviez proposées, c'était des formules que vous offriez à vos clients ou c'est devenu un business plan pour vous? Alors au départ, Facebook, ça a été la solution de survie. Gratuite parce qu'au départ il fallait juste faire quelque chose. Il fallait agir et après on allait voir ce qui se passait. Donc Facebook c'était au départ gratuit et puis après j'ai eu des bonnes surprises de mes clients, des petits cadeaux ou des petites attentions. Donc en fait quand on donne on reçoit et donc ça c'était la bonne surprise. Et après le mode visio est devenu un business parce que à un moment donné il faut que je gagne ma vie et du coup les gens qui sont passés en visio ont dit il n'y a pas de raison que tu sois pas payé, donc on continue. Donc en fait j'ai créé une nouvelle offre en visio et aujourd'hui quand on m'appelle j'ai 2 offres, soit à domicile soit en visio et du coup c'est devenu... Qui sont équivalentes en termes de moyens financiers ou c'est un petit peu plus attractif en visio? C'est plus attractif en visio parce que la visio par contre est un petit peu moins longue. À domicile c'est facilement 1 heure, 1h10, en visio c'est 40-45 minutes. La visio demande beaucoup plus de concentration
et on parle beaucoup moins. C'est-à-dire que j'ai moins d'interaction avec le client. C'est ça. C'est-à-dire que je le corrige et j'ai la même, moi, dynamique avec mon client. Par contre, lui est vraiment concentré pour écouter les consignes et pouvoir les mettre en place. Et du coup, on n'a pas le moment de pause entre chaque exercice où on va avoir tendance à parler un peu plus de d'autres choses que de la séance pour se reposer. Alors qu'en visio, voilà, j'essaye d'alterner haut du corps, bas du corps et d'avoir moins de moments de relâche. Et du coup, c'est plus actif. Avec cette méthode-là, vous avez réussi à conserver un lien avec une grande majorité de vos clients. Ça représente combien de pourcents les défections ou peut-être les... Il y en a certainement qui n'ont pas suivi le challenge visio numérique. Tout à fait. J'en ai qui n'ont pas suivi. Je dirais que j'ai converti entre 70 et 80%. J'ai dû perdre 20-25% de ma clientèle. Ce qui, franchement, sur une petite clientèle de toute seule n'est pas grand-chose. J'ai aujourd'hui une trentaine de clients à domicile. J'en ai perdu, je dirais, je pense 5 l'année dernière. Donc, et vous en avez remplacé par des nouveaux? Vous avez fait de la prospection, enfin, où c'est naturellement le bouche à oreille qui fait qu'on vous a dit tu veux refaire du sport, en visio ça marche et ma coach est top. En fait, il y a eu plusieurs effets boule de neige. En fait, déjà les stratégies de communication qui ont été mises en place sur 2019, qu'on payait sur 2020. Il y a eu les salles de sport qui ont fermé et du coup les gens ont cherché des solutions alternatives pour remédier à ça. Il y a eu le bouche à oreille. Et puis après, il y a aussi eu pas mal d'entourage qui, en fait, s'est dit la meilleure personne qui peut m'aider aujourd'hui parce que je peux plus sortir, parce que je fais moins de sport, en fait, ils ont pensé à moi. Et du coup, je vois par exemple mes parents qui avaient leur salle de sport ou leur association, en fait, se sont retournés vers moi parce que c'était la meilleure solution qui se présentait à eux. Et voilà, en fait, de fil en aiguille, les nouveaux sont arrivés comme ça, ouais. C'est passionnant et le temps passe à une vitesse incroyable. Donc, j'ai plus beaucoup de temps pour parler des autres sujets, mais il y a quand même une question fondamentale que je voulais vous poser. Essayez de convaincre, là, pendant cette interview, des gens qui, depuis le confinement, avaient peut-être des habitudes d'activités sportives. Je pense notamment à tous ceux qui avaient des activités sportives en sport collectif ou à ceux qui, effectivement, allaient dans des salles et qui n'ont pas pu le faire, etc. Et qui se sont démotivés, qui ont peut-être perdu le fil. Parce que des fois, le côté psychologique joue un rôle fondamental dans la volonté de s'entretenir. Tous ceux-là, qui sont certainement nombreux et qui nous regardent, comment est-ce qu'on peut raccrocher le wagon? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider à reprendre le fil? La première chose qui me vient, ce serait de se reconnecter à la nature. Les sports collectifs aujourd'hui, en club, c'est pas près de revirer. Enfin, pour l'instant, c'est encore très compromis, je pense, surtout dans des milieux fermés. Je pense au basket, je pense au hand. Enfin, aujourd'hui, j'ai du mal à croire que ça va réouvrir demain. Par contre, ces sportifs-là, ils aiment le sport à la base. Et il faut aller chercher l'extérieur. Il faut aller chercher la nature, il faut aller chercher... Là, il fait hyper froid, mais il fait beau. C'est le moment de retourner dehors, c'est le moment de se réoxygéner. Et en période de pandémie, je pense que c'est hyper important de s'oxygéner. On est tous, quand on est à l'intérieur avec le masque, sortez et prenez de l'espace, mais prenez l'air. Je pense que c'est vraiment ça. Ne serait-ce que de marcher, sans avoir pour premier objectif de faire du sport et de transpirer énormément ou de faire des séances de cardio à fond. Juste aller marcher, aller faire des côtes, aller bouger. La Seine-et-Marne est quand même un peu vallonnée, même si ce n'est pas des côtes de fou comme on peut trouver en trek ou ailleurs. Mais de marcher, d'aller courir, d'aller faire du vélo, d'aller ce que vous voulez. Là, on va de nouveau vers les nouveaux jours, vers les beaux jours. Et je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher. Aller chercher à s'oxygéner et se régénérer. Vous en parlez avec d'autant plus de facilité que vous êtes appelé par la nature, parce que vous m'avez dit, ce que j'adore, c'est mêler les voyages et l'activité sportive. Et vous avez quelques expériences que vous avez passées déjà, mais vous en avez aussi à venir. Alors, est-ce que brièvement, on peut faire un peu le parcours de ces différentes expériences que vous avez vécues et peut-être ce qu'elles vous ont apporté ou ce que vous en gardez comme souvenir? Alors, tout a commencé grâce au rallye Aïcha des Gazelles que j'ai eu la chance de réaliser et de participer en 2019. C'est une cliente à moi qui devait y participer avec une amie à elle et engagée dans la même association qu'on était toutes les deux, qui est Plus Rose la Vie pour le cancer du sein. Cette cliente a eu la malheureuse aventure de se faire lâcher par son amie pour diverses raisons et du coup, elle m'a proposé de participer au rallye. Donc en fait, ma première expérience en pleine nature, ça a été ce rallye-là. Ce rallye m'a révélée. Et honnêtement, ça a été une expérience sportive et humaine incroyable. Et en rentrant du rallye, mon mari rêvait de faire le GR20 en Corse, donc la traversée de la Corse du nord au sud à pied. Et en rentrant du rallye, je lui ai dit « Ok,
on y va. Si j'ai fait le rallye, franchement, je peux tout faire après ça. D'accord. Et du coup, on est parti en sac à dos. C'est 10 jours en pleine nature. C'est 170 km de marche, 11 000 mètres de dénivelé positif. Et on marche toute la journée avec notre sac à dos, notre tente. On a décidé de le faire en autonomie totale. Et on a fait ça pendant 10 jours. Et ça a été une expérience incroyable. Derrière ça, on s'est dit, quand on rentre, on est obligé de repartir. Et du coup, on prépare de nouvelles aventures. Donc les prochains challenges, c'est les prochains challenges, ouais. Les Alpes. En juillet, alors ça c'est un challenge toute seule où j'ai décidé de me lancer un ultra trail. D'accord. Donc ça c'est un challenge sur 4 jours, c'est la même chose, c'est le même trail, 170 km, 11 000 mètres de dénivelé, mais en courant en 4 jours. Et après on a l'intention de partir faire le parc des Écrins, le tour du parc des Écrins. C'est les mêmes statistiques et c'est pour septembre. Eh bien dis donc, joli programme. Bon, écoutez, je vois qu'on arrive quasiment à la fin de notre interview. Je voulais juste qu'on dise un petit mot sur l'activité de votre mari, parce que c'est une activité qui est très sollicitée à cause du Covid, justement. Il travaille au SMUR de... Il travaille au SMUR de Jossigny, donc l'hôpital de Marne-la-Vallée. Donc on en profite pour le remercier, lui et toutes les équipes qui travaillent au SMUR, et puis tout le personnel soignant, parce que c'est vrai que pendant cette période de Covid, on sait que c'est très difficile pour eux. Et puis évidemment, plus la période s'étend, plus il y a la fatigue, l'usure, etc. Donc on leur souhaite bon courage. Ouais. Une dernière question, vous connaissez le principe de l'émission. Est-ce que vous acceptez que cette interview soit diffusée? Oui, avec plaisir. Eh bien, je vous remercie. Cette émission, justement, elle était présentée par à la fois Atoucam et Griffe Productions, qui nous met à disposition ce magnifique studio. La réalisation, c'était Cyril Bartholomé. Je vous propose de passer un excellent week-end et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi 18h, pour découvrir à nouveau le personnage surprise. Je ne sais pas encore qui ce sera, mais vous le saurez dès lundi avec notre teaser. À très bientôt.